Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque-guerre visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force aux FAMA, force au peuple malien. Il y a quelques mois, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'hiver noir. Il a lancé un avertissement fort au peuple du Sahel et à toute l'Afrique. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. N'oubliez jamais ces paroles. Il parlait d'une période de grande turbulence pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une offensive coordonnée des forces du mal. Les groupes terreau et surtout les puissances extérieures qui ne supportent pas de voir le Sahel se lever pour reprendre sa souveraineté. Cet hiver noir, nous le vivons maintenant. Au Mali, les ennemis ont frappé fort et en même temps. Bamako, Kati, Gao, Sévaré, Kidal, un véhicule piégé a détruit la résidence du général Sadio. Il est tombé avec sa seconde épouse et d'autres proches. Des attaques ont visé des sites militaires. C'est une tentative claire de décapiter le pouvoir dans le même scénario que l'Iran pour briser le moral du peuple et de l'armée, d'essaimer le chaos pour nous faire reculer. L'objectif était clair. Frapper au sommet, désorganiser toute la chaîne de commandement, atteindre simultanément les centres nerveux du pays, le leadership politique, le commandement militaire, les bases logistiques, les symboles d'autorité. Et dans ce schéma, le Mali n'est qu'une étape. Le Burkina et le Niger sont dans la ligne de mire. Ceux qui ont planifié cela raisonnent en domino. Si Bamako cède, le reste peut suivre. C'est ça leur logique. Et ce qui se joue ici n'est pas local. C'est pas seulement malien. C'est une stratégie de déstabilisation régionale qui a été amorcée. L'hiver noir sera froid parce que le deuil nous glacerait le cœur si nous le laissons faire. Il sera sanglant parce que le sang de nos frères coulera encore. Il sera meurtrier parce que l'ennemi ne fait pas de cadeaux. Les traîtres rôdent. Les Maliens ont toujours su transformer la douleur en force. Ne cédons rien. Le Mali ne mourra pas. Il faut remercier et soutenir les FAMA, mais aussi la population, car la résilience est une arme. Le Mali est en guerre, et dans cette guerre, l'ennemi ne frappe pas seulement avec des balles. Il frappe avec le doute, avec la manipulation, avec des mots choisis pour briser des esprits. Il bombarde les consciences pour fissurer l'unité, pour installer la peur, pour faire plier la nation de l'intérieur. Comprenons-le clairement. Tout ce qui est dit contre nous n'a qu'un seul objectif. Nous affaiblir, nous diviser, nous opposer, casser le lien vital qui fait tenir un pays debout. Et si nous laissons ces discours nous pénétrer, alors l'ennemi aura déjà remporté une bataille. Celle du champ informationnel. Certains rient, minimisent la situation, et ils oublient une chose essentielle. Le Mali n'est pas isolé. Le terreau, s'il n'est pas stoppé, se propage comme un virus. Aujourd'hui, il attaque le Mali. Demain, il frappera ailleurs, jusque dans des foyers qui se croyaient à l'abri. La paix d'hier peut devenir le chaos de demain. Attention. Alors, il faut veiller, parce que la moindre faille devient une porte ouverte. Prenons nos responsabilités, individuellement ou collectivement. Au Mali, chacun est soit un rempart, soit une brèche sécuritaire. Une nation ne tombe pas seulement sous les bombes ou les attaques. Elle tombe quand ses enfants doutent d'elle. Elle tombe quand ses propres voix répètent le discours de l'ennemi. Elle tombe quand la peur s'installe, quand le doute s'installe, quand on leur fait croire que tout est déjà perdu. Oui, dans une guerre, on encaisse des coups violents. On perd des hommes,
Mais si c'est le prix de la liberté, alors on les accepte. On se relève et on devient plus fort. Au Fama, le peuple compte sur vous. On ne le dit pas assez, votre engagement, votre courage et vos sacrifices ne passent pas inaperçus. Continuez, tenez bon. Que chaque épreuve vous endurcisse, que chaque combat vous élève et que chacun, à son niveau, choisisse d'être du côté de la force, de l'unité et de la nation. Comment le tireur a pu avoir accès à un événement ultra sécurisé en ayant sur lui des armes? Comment l'individu savait où se trouvait le président Trump? Comment il a pu approcher sans être repéré ni fouillé? Comment il a obtenu une chambre ou un accès dans un hôtel saturé pendant un événement majeur? À quel moment a-t-il quitté la Californie pour Washington DC? Par quel moyen de transport s'y est-il rendu? S'il a pris l'avion, peut-on déduire que les armes ont été obtenues après son arrivée? Maintenant, si l'individu était dans sa chambre d'hôtel déjà armé, puis est descendu par l'ascenseur, il s'exposait forcément à des caméras de surveillance et à du personnel. Entre sa chambre et la salle, il y a des contrôles de sécurité ou au minimum des zones surveillées. Donc, il devait savoir exactement comment les éviter ou les contourner. Et réaliser ça pour un professeur, c'est étrange. Ceux qui planifient ces sketchs ne devraient pas oublier que la sécurité du président lors d'une cérémonie peut changer à tout moment. Donc, agir au dernier moment, sans information à jour, est très risqué. En gros, pour réduire ces risques, il fallait soit des informations très précises en temps réel, soit une proximité stratégique, soit encore une aide interne. Conclusion, c'est entre eux à la Maison Blanche. Mais voici l'homme qui attire particulièrement mon attention pendant cette fameuse fusillade. Je dirais ce sketch. Il consomme. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Nous, depuis hier, les attaques en cours, qui étaient à la fois une opération de com, une opération de déstabilisation. Ils ont voulu renverser réellement le régime et ils avaient en ligne de mire comme programme d'éliminer physiquement beaucoup de dirigeants au Mali. Triste nouvelle, peuple d'Afrique. Le Mali a perdu un de ses dignes fils, qui n'a pas peur, un patriote convaincu. C'est lui qui a presque révolutionné l'armée malienne. Ah oui, il a rénové l'armée malienne, il a innové, rénové, il a transformé profondément l'armée malienne. Le général de corps d'armée, le général Sadio Camara, un patriote convaincu. Nous lui rendons hommage, mes abonnés et moi sans doute. Aujourd'hui, je ne vais aborder presque aucun autre sujet que présenter un hommage solennel à ces dignes guerriers d'Afrique, un homme fort, un homme puissant. Ah oui. Ce grand homme est vraiment tombé en martyr, mais ça rentre dans un plan qui avait été d'ailleurs révélé par les services de renseignement extérieur de la Russie, les SVR, qui avait dit que la DGSC a validé un plan pour éliminer les dirigeants africains hostiles à sa politique, c'est-à-dire les dirigeants africains qui empêchent la France de voler ou de piller leur pays. C'est ce qui avait été dit. Et je pense que le premier cas fut celui de Saïf al-Islam. Il a été éliminé. La première personne. Le général Sadio. Vous savez, l'attaque qu'ils ont lancée contre son domicile était difficile qu'il s'en sorte indemne. Difficile. Sauf des cas s'il était en voyage ou si peut-être il était au niveau du sous-sol. Parce que vous connaissez les camions d'Irou là, non? Les camions Ben là, d'Irou. C'est ce qu'ils ont bourré d'explosifs. Ils ont foncé directement sur sa maison. Et vous savez l'effet que ça produit. Ça a déclenché un effet pas facile à expliquer. Donc, les maisons autour de sa maison, il y a eu beaucoup d'autres victimes. Oh, pour avoir une seule personne, ils ont fait, c'est la même chose que Netanyahu fait à Gaza. Pour une seule personne, on fait liquider beaucoup de personnes. Ce qui compte pour eux, voilà, les autres là ne comptent pas. Surtout quand il s'agit des Africains. Ils sont comme ça. Mais quelle est la main qui a exécuté? On dit les terreaux du Génime. Les terreaux du Génime, qui est un politicien malien, a été rencontré il n'y a pas longtemps.
soi-disant pour libérer les otages. Ce sont les terreurs du génie qui ont exécuté ça. Mais qui sont-ils? En grande partie, c'est des Africains. Certes, l'élite, la classe dirigeante, il y a des Algériens. Le Mokhtar Ben Mokhtar, le Youssef Al-Nabi Obeida, il y a Dagali qui est installé en Algérie. Ce sont eux les chefs. Mais ceux qui font les sales boulots, les sales besoins, ce sont des Africains. C'est pourquoi souvent c'est triste. Quand on passe à l'Afrique, souvent c'est triste, même très triste, l'Afrique. Très très souvent. L'Africain comme ça. Va tuer ton frère parce que, voilà, va éliminer ton frère parce que vous n'êtes pas d'une même religion. Élimine ton frère parce que, je sais pas, vous n'êtes pas de la même région, il s'exécute. Or, en bas, là, ils ont besoin de votre pétrole, de votre uranium, de tout. L'Africain ne change pas. Élimine ton frère parce qu'il serait un dictateur, toi un démocrate. Élimine ton frère à cause de ça, l'Africain il n'hésite pas, quoi. Il saute à la seconde. Il bondit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les terroristes du génie qui sont venus commettre ça. C'est lui qui s'est fait exploser en kamikaze. Il ne connaît même pas le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Il ne le connaît même pas. Mais il est venu se faire exploser, les tuer parce que peut-être Poclair qui dirige la Mauritanie, l'Algérie ou bien la France a voulu ainsi. Et puis il le fait. Il ne comprend pas, il crie et puis il s'est fait exploser. D'après les informations que nous avons, le ministre n'est passé à sa maison. Imagine les autres victimes, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Que toutes ces personnes reposent en paix, y compris des enfants. Parce qu'à la manière générale, c'est les ministres, c'est madame, c'est des enfants. Pourquoi ils font ça? Pourquoi les Africains se comportent comme ça? C'était. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Qu'il repose en paix. Va un guerrier. Allez en paix. Nous voulons vous assurer d'une chose. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer le combat. La lutte continue. Reposez en paix, mon général. Le ministre de la Défense du Nigeria sur TRT Africa, Christopher Moussa, a évoqué quelque chose. Je pense qu'ils sont... Peut-être les militaires essaient d'ouvrir les yeux dans certains pays africains, même si leur politique continue d'essayer de dormir encore. Il dit qu'il aime le Mali, le Burkina, le Niger, et qu'il pense qu'il serait bien de mettre en place une coopération sous-régionale, venir à bout du terrorisme, au lieu de compter sur les armées étrangères. C'est ce que nous avons tout à dit. Si toute l'Afrique peut se mettre ensemble pour défendre l'Afrique, défendre les Africains, tant mieux. Seulement pour avoir dit ça, nos pays de l'Est nous sont combattus. On nous fait la guerre. Qu'est-ce que nous avons demandé de plus? Rien qu'à défendre nos propres pays. Il dit c'est pas normal. Et eux-mêmes, ils avaient déclaré qu'ils avaient fait la guerre au Niger. D'ailleurs, ça tombe bien. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a bien répondu. Il a dit, mais c'est ce que veut le Niger. Le Niger n'est pas opposé à une telle idée. Coopération sud-sud ou coopération entre pays africains, c'est ce que nous voulons. Mais que d'anciennes puissances coloniales qui créent des crises se mettent à dire que non, il faut chaque fois les appeler pour venir m'attendre. J'ai dit, mais c'est vous-même, c'est du pompier pyromane. Pour avoir dit ça, on a crié haro sur le boulet. Car non, les pays de l'Est sont ceci, les pays de l'Est sont cela. Mais qu'est-ce que nous avons demandé de plus? Rien. Parce que nous avons compris une chose, peut-être que d'autres n'ont pas compris. Nous avons simplement dit, nous avions ces pays, ces anciennes puissances coloniales ici. Mais tant que la jeune française était là, la situation sécuritaire était en train de s'empirer. Donc on avait d'autres choix. On avait autre choix que de les chasser. Et de nous mettre ensemble nous-mêmes. Sinon, les mêmes là, cette ancienne puissance coloniale était présente au Mali, au Burkina, au Niger. L'ancienne puissance coloniale est d'abord intervenue en Libye. Puis le problème est venu au Mali. On les appelait au Mali, le problème s'est déplacé au Burkina. Ils sont allés au Burkina, le problème s'est empiré du côté du Niger. Et les mêmes veulent qu'on continue, et puis les Tchad de l'autre côté, ce sont eux qui sont toujours là-bas. Mais avec notre expérience, nous avons dit, écoutez, bon, il est temps maintenant, on laisse ces gens de côté, on essaie de faire notre chemin.
Dès qu'on a dit ça, on va activer, on va vous isoler, il faut activer tel, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils activent même nos propres frères africains contre nous jusqu'à nous déclarer des guerres et autres. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour les intérêts d'une ancienne puissance coloniale? Nous avons vu les Nigeria, les Bénin renforcer leur coopération bilatérale au niveau sécuritaire, d'accord. Mais il ne faudrait pas aussi oublier la frontière Niger-Bénin. Ça sert à quoi de se parler et de faire des patrouilles conjointes? Ça va arranger des parts et d'autres. Pourquoi ne pas les faire? Ces attaques terroristes-là, ces terrors-là se préparent à l'intérieur de notre pays africain. Mais pourquoi les autres ne veulent pas jouer franchi? C'est bizarre, surtout entre nous Africains. Parce qu'une solution durable passe par une coopération, coordination au niveau régional. Face à un terrorisme que nous avons en commun, ce sont les mêmes terreurs de part et d'autre des frontières. Si les terreurs sont en mesure de s'attendre et de combattre dans tous nos pays, mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de nous entendre et de les combattre aussi, nous défendre ensemble? Pourquoi pas? Ce que les pays de l'Est ont fait, ont expérimenté, ça a été une très bonne chose. Parce que l'expérience des armées étrangères là a vraiment montré ses limites. Ça montre quand même que les pays africains, en tout cas les dirigeants africains, sont en train de prendre conscience de plus en plus. Les peuples en veulent, mais c'est un problème des dirigeants souvent. Sinon les peuples n'ont aucun problème. Et d'ailleurs c'est une très bonne idée. Le Nigeria, en tout cas par la déclaration du ministre de la Défense, Christopher Moussa, montre que de plus en plus, le Nigeria comprend que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont adaptés, en tout cas sont disposés à mettre en place cette coopération sécuritaire. Parce que c'est l'Afrique qui est combattue. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Pourquoi nous ne comprenons pas ça? C'est une menace commune. Les auteurs qui sont utilisés, les terrors là, ce sont les mêmes groupes de part et d'autre des frontières. Ils ne font que changer des noms. C'est la même chose. Peut-être, c'est en tout cas une très bonne déclaration. L'intégration régionale vaut toujours mieux que de compter sur certaines aides extérieures. L'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.